Imaginez un instant, vous êtes tranquillement en train de naviguer sur internet quand soudain vous tombez sur un message qui dit « Si quelqu'un devine correctement son propre numéro de poste, je vous dirai où aller enterrer ». Ce message, c'était pas une blague. Et d'ailleurs, ce même message a emmené la police vers le corps sans vie d'une femme disparue 1 heure plus tôt. Bienvenue dans l'univers le plus sombre d'Internet, un endroit où l'anonymat règne en maître absolu, où les frontières de la décence sont effacées et où certaines des histoires les plus terrifiantes de l'ère numérique ont pris naissance. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans 7 histoires plutôt flippantes qui ont marqué 4chan plutôt fortement, on va dire, sur les dernières années qui se sont écoulées. Des meurtres annoncés en direct, des obsessions qui dépassent l'entendement, des manipulations mortelles ou encore des prédateurs qui se cachent derrière un écran. Mais attention, ce que vous allez découvrir va changer votre perception d'Internet pour toujours. Je vous souhaite la bienvenue dans la vidéo sur le côté le plus sombre de 4chan. Le meurtre annoncé en direct. Avant de vous raconter cette histoire, sachez que le tueur a envoyé un selfie de lui-même, comme ça, avec le corps sans vie de sa victime à son ami. Il a pris la photo en selfie avec le cadavre et il l'a envoyé à son pote. Et cet ami, évidemment, il l'a posté sur 4chan. Le 6 mars 2017, dans une ville allemande de Herne, Marcel S., 19 ans, vivait encore chez ses parents. Décrit comme un marginal sans emploi, il venait d'être refusé par l'armée allemande pour instabilité mentale. Ce jour-là, Marcel décide d'en finir avec lui-même. Il envoie un message WhatsApp à son ami et il lui dit « Je suis prêt à mettre fin à... Quelle serait la meilleure méthode selon toi ?» Il envoie même des photos de ses préparatifs. Et là, son ami, il va avoir l'excellente idée de lui demander s'il veut prendre des photos dignes de 4chan. Marcel va répondre « Bien sûr ». Mais Marcel échoue dans sa tentative. Frustré, il passe au plan B. S'il ne peut pas prendre la sienne, il va prendre celle de quelqu'un d'autre. Marcel se rend chez ses voisins et demande au plus jeune des 3 frères, Jaden, 9 ans, s'il peut l'aider à tenir une échelle. Jaden ne sait pas ce qui est sur le point d'arriver et innocemment, il accepte. Et ce qui suit est d'une violence inouïe. Marcel va poignarder Jaden 58 fois, tout en filmant l'acte sur son téléphone. Et ensuite, c'est ce que je vous ai dit au début, il va se prendre en photo avec son téléphone, avec Jaden inanimé juste derrière lui, et envoyer ça à son ami dans la foulée, 58 fois. Son ami, il va lui demander un mot. Pourquoi ? Sa réponse, elle est glaçante. Parce que je ne veux pas travailler, je veux m'enfuir. Et qu'est-ce qu'il va faire son ami ? Spoiler alerte, vous le savez déjà, il va tout poster sur 4chan. Tout, sans censure, tel quel. Il va mettre avec le post « Un ami à moi voulait sauter la vie, mais il a ôté la vie du voisin, de l'enfant du voisin, parce qu'il a raté sa propre tentative. » Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais ça, c'est le début de l'histoire, parce que ça s'arrête pas du tout là. Mais Marcel va aller ensuite se cacher chez un ancien camarade de classe, pas très loin de chez lui. Il s'appelle Christopher, il a 22 ans, et quand Marcel arrive chez Christopher, déjà il ne sait rien de ce qui vient de se passer, mais ensuite tout se passe normalement. Ils vont manger un bout, ils vont jouer aux jeux vidéo, et l'après-midi il va se passer des plus classiques, comme si de rien n'était. Et le lendemain matin, Christopher, donc chez qui Marcel se trouve encore, découvre la vérité sur internet. Et il va confronter Marcel et il va menacer d'appeler la police. Marcel va faire la même chose qu'il a fait avec Jaden, il va le poignarder 68 fois. Et là, Marcel va poster ce qu'on peut appeler un manifeste sur 4chan où il va écrire à la fin « PS, je suis fier d'être devenu un mème ». Marcel s'est rendu à la police le 9 mars 2017 et évidemment, il a été condamné à la prison à vie. Le meurtre posté en direct. Un peu de contexte avant l'histoire. Le fils de 13 ans d'Amber allait rentrer de l'école dans quelques heures. Et ça, le tueur, je viens dans quelques instants sur qui est le tueur, le savait que le fils d'Amber allait bientôt rentrer. Et le tueur voulait absolument que ce soit le fils d'Amber qui découvre le corps sans vie de sa maman. Le 4 novembre 2014, un utilisateur poste sur 4chan. Il s'avère que c'est bien plus difficile d'ôter la vie de quelqu'un en l'étranglant que ce qu'on peut voir dans les films. Avec ce message, ce détraqué attache une photo. La photo d'une femme sans vie avec des marques rouges tout autour du cou. Il ajoute « Elle s'est beaucoup battue ». Les utilisateurs de 4chan, habitués aux trolls, n'y croient pas au début. Ils pensent que c'est du fake. Mais l'OP, donc la personne qui a mis le post quelques instants plus tôt, va répondre. Regardez les infos pour Port Orchard, Washington, dans quelques heures. Son fils va bientôt rentrer de l'école. C'est lui qui la trouvera, puis il appellera les flics. Je voulais juste partager les photos avant qu'il ne me trouve. J'ai acheté un pistolet bébé, c'est un pistolet airsoft, qui a l'air assez réaliste.
Quand ils viendront, je le sortirai et la police s'occupera de moi. Ce jour-là, le fils de 13 ans, d'Amber Coplin, rentre à la maison, juste comme le personne sur 4chan l'avait prédit, tombe sur sa maman, sans vie, et exactement fait ce qu'il avait prédit, appelle la police, et la suite, c'est presque comme ce que le tueur avait dit. David Kalak, 33 ans, avait étranglé sa compagne. Sur le mur de la chambre, il avait écrit « Elle m'a tué en premier ». Sur le permis de conduire d'Amber, il avait écrit « décédé ». La police a rapidement confirmé que les photos postées sur 4chan étaient bel et bien celles de la scène de crime. Kalak a fui dans la voiture de sa victime, il a été repéré par la police de Portland et après une poursuite, il s'est finalement rendu. Dans une note retrouvée dans sa poche, il a écrit « J'ai ôté la vie d'Amber Coplin. Je l'ai ôtée avec mes mains puis avec un lacet. Je n'avais aucune raison si ce n'est que j'étais ivre et qu'elle m'avait énervé. Fuir les flics était tellement drôle. » Toute la famille d'Amber a vu les photos. Au moins un de ses fils a vu les photos et la scène de crime. Et aujourd'hui encore, malgré toutes les tentatives, elles sont encore disponibles quelque part sur internet. C'est tragique. David Kalak a été condamné à 82 années de prison. Et comme l'a dit le juge, l'indignité montrée à Amber ne disparaîtra jamais. L'impact sur cette famille et sur le monde ne disparaîtra jamais. Emily Sander devine où elle est enterrée. Le 29 novembre 2007, un utilisateur anonyme poste sur 4chan. Si quelqu'un peut deviner correctement son propre numéro de poste, je vous dirai où elle est enterrée. À côté du message, une photo d'Emily Sander, 18 ans, étudiante au Butler Community College au Kansas, portée disparue depuis 6 jours. Les utilisateurs vont jouer le jeu. Ils vont essayer de deviner son numéro de poste. Ils vont le faire pendant des heures jusqu'à ce que quelqu'un y parvienne. Évidemment, l'OP tient sa promesse et il va donner sur 4chan des coordonnées GPS. Ces coordonnées pointent vers un endroit à environ 80 km à l'est d'Eldorado, dans le Kansas. C'est un coin perdu au milieu de nulle part, au bord d'une route de campagne. 1h10 plus tard, la police tombe sur le corps sans vie d'Emily Sanders à l'endroit exact des coordonnées que la personne a données sur 4chan. Emily avait été vue pour la dernière fois quittant un bar avec un homme de 24 ans, Israel Mireles. Elle avait été abusée sexuellement, poignardée à plusieurs reprises et étranglée avec un cordon téléphonique. Mireles a rapidement fui au Mexique, mais il a été arrêté par la police locale le 19 décembre 2007. Il a évidemment, et c'est mérité, je suis désolé, été condamné à la prison à vie sans possibilité de sortir. Mais il y a une question qui demeure, et elle est plutôt importante. Qui était cet utilisateur 4chan ? Était-ce Mireles lui-même jouant un jeu morbide avec le corps sans vie de sa victime, ou quelqu'un d'autre qui avait découvert le corps par hasard ? Ni Mireles ni la police n'aura jamais reparlé de ce poste qui a été supprimé. Et du coup, le mystère reste entier, parce qu'il est possible que ce ne soit pas lui, que ce soit juste un autre tordu qui soit tombé sur le cadavre et qui ait voulu jouer de manière très morbide. C'est possible, parce que, il n'y a jamais eu de preuve que c'était Mireles lui-même le posteur original. Jeffrey Epstein, 38 minutes avant les médias. Et si je vous disais que 38 minutes avant que le premier journaliste ne tweete le décès d'Epstein, quelqu'un en parlait déjà sur 4chan. Le 10 août 2019 à 8h16 du matin, heure de l'Est, un utilisateur anonyme va poster sur 4chan. Ne me demandez pas comment je le sais, mais Epstein est décédé il y a 1 heure par pendaison, arrêt cardiaque. Faites une capture d'écran. À ce moment-là, et ça a été vérifié, je vous assure que personne, aucun média, n'avait annoncé le décès d'Epstein. Ce n'était pas encore connu publiquement. Et ce n'est qu'à 8h54, donc exactement 34 minutes plus tard, qu'Aaron Katersky de l'ABC News a tweeté le décès d'Epstein. Et c'était lui le premier. Le poster sur 4chan va ajouter des détails médicaux précis sur les procédures de réanimation utilisées, mentionnant par exemple 40 minutes de réanimation sur place et 20 minutes supplémentaires aux urgences. Un expert EMS va même être contacté par BuzzFeed News qui va confirmer que les détails correspondaient aux procédures standards de l'American Heart Association. Le FBI a carrément lancé une enquête et a envoyé des lettres à 4chan pour trouver qui était cette personne. Des citations à comparaître, pour être plus précis, pour que 4chan dénonce qui était cet utilisateur anonyme. En février 2026, les documents d'Epstein publiés par le département de la justice révèlent que le FBI a utilisé des citations à comparaître pour traquer 2 utilisateurs 4chan qui prétendaient avoir des informations privilégiées sur le décès d'Epstein. L'enquête, elle a donné des relevés téléphoniques et des relevés bancaires, ça a fonctionné. Et il y a un nom qui a émergé des documents, Roberto Grijalva. C'est un lieutenant au centre correctionnel métropolitain. Et donc, évidemment, ça emmène tout son lot de théories du complot qui continuent de circuler, mais une chose est certaine. Quelqu'un savait quelque chose avant tout le monde. Le stalker le plus obsessionnel, le Phil Marillion.
Pour cette histoire, on va retrouver un document de 97 pages, des plans de kidnapping, des funérailles imaginées, et tout ça pour un utilisateur de 4chan qu'il n'avait jamais rencontré. Je vous explique. En 2013, sur le forum SP, donc sport de 4chan, un utilisateur britannique utilisant le pseudonyme UTV postait régulièrement sur le football anglais, notamment sur son équipe favorite, Aston Villa. UTV, il était plutôt agressif, il était sarcastique, il était plutôt nuancé et pas apprécié de tout le monde, soit adoré de certains, soit détesté des autres. Il utilisait aussi beaucoup d'humour racial, bref, c'était pas vraiment quelqu'un d'aimable. Mais il y a une personne qui l'aimait, et qui l'aimait peut-être un petit peu trop. Un utilisateur anonyme, se faisant appeler l'archiviste, a commencé à documenter chaque post de UTV pendant 255 threads, pendant 3 mois entiers pour être précis. Et le 6 octobre 2013, l'archiviste publie un document de 97 pages intitulé « Le fil Marillion ». Ce document, il contient plein de choses. Il contient un journal quotidien de chaque poste de UTV, plus de 10 chansons et poèmes dédiés à UTV, des plans pour leur maison commune, des plans pour les funérailles de UTV et une note de rançon préparée au cas où il le kidnapperait. C'est une note de rançon composée des textes de postes de UTV. Si jamais je le kidnappais, c'est ce que j'enverrais. Je le garderai dans ma salle de bain et il pourrait voir mon corps nu sans se sentir mal à l'aise. Je nourrirai de viande et de sandwich. L'archiviste a rapidement posté juste après 255 threads. J'ai été avec UTV pendant 255 threads. Et ça, c'est le dernier. Mes parents ont découvert mes travaux sur UTV et ont insisté pour que je supprime tout de mon ordinateur. Ils surveilleront mes activités maintenant. Ils m'ont donné un jour pour tout supprimer. C'est mon dernier message et je suis désolé envers UTV et j'espère qu'il verra ceci et qu'il le comprendra. Après ce dernier post, plutôt flippant de ce stalker, eh bien l'archiviste a disparu complètement, son compte a été supprimé, et UTV aussi. Autant où l'archiviste, je peux comprendre peut-être à cause de ses parents, je pense que UTV c'est plutôt par peur, parce que quand on découvre qu'un certain stalker a 255 threads 4chan enregistrés, des poèmes et une tentative de rançon préparée à l'avance, eh ben, je peux comprendre que ça fasse un peu flipper quand même. De nombreux utilisateurs ont d'ailleurs arrêté d'utiliser des pseudonymes identifiables, par crainte qu'une telle situation leur arrive à nouveau. Stephen de l'université de Guelph. Le 30 novembre 2013, un utilisateur se faisant appeler Stephen poste sur 4chan. Il dit « Ce soir, je vais prendre ma vie. J'ai passé la dernière heure à faire les préparatifs et je suis prêt. En tant que cold fag, qui est sur 4chan depuis 2004, j'ai pensé que je pourrais enfin rendre quelque chose à la communauté de la meilleure des façons possibles. Je suis prêt à An Hero en cam pour vous tous. » C'est une référence au décès un petit peu cruel de Michelle Anderson de 2006. Voilà, bref, je vais pas étayer, mais en gros, ça veut dire sauter la vie. Un autre utilisateur lui crée une salle de chat privée sur chatin.com et en quelques minutes, elle va atteindre sa capacité maximale de 200 membres. La salle est remplie. Face à la caméra, on voit Stéphane qui va avaler des pilules non identifiées avec de l'alcool fort. Puis il allume un petit feu dans le coin de sa chambre étudiant à l'université de Guelph au Canada. Il rampe sous son lit avec son ordinateur portable et il va poster une dernière fois avec le hashtag I'm dead et le hashtag I'm on fire. Puis il va poster I'm fucked et ce seront ses derniers mots sur le chat. Pendant ce temps, certains spectateurs évidemment lui disent d'arrêter. D'autres suggèrent des méthodes plus efficaces, sans élaborer, et en gros, ça se termine très mal. 30 minutes plus tard, les pompiers défoncent la porte. Et d'ailleurs, on peut toujours tout voir en direct, et on voit leur lampe torche, et ils traînent Stéphane hors de la pièce. En tout cas, son corps inanimé pour l'instant. Miraculeusement, Stéphane a survécu, avec des blessures graves, mais non létales. 2 employés de l'université ont également été hospitalisés à cause de l'inhalation de la fumée, et 30 étudiants ont dû être relogés. Le président de l'université a déclaré « Je vais vous assurer que l'étudiant est en état stable à l'hôpital, où il reçoit le traitement et l'aide dont il a besoin. » L'université a formellement demandé à 4chan de retirer la vidéo, et 4chan a dit non. Neil McInnes et la fusillade. Là, on va toucher un sujet un peu plus sensible. Moi, ça me touche beaucoup, les fusillades et ce genre de sujet, plus que d'autres, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal. Bref, je vais censurer pas mal et je vais pas vous montrer trop d'images, évidemment, déjà par rapport à YouTube, mais aussi parce que personnellement, lors du montage et lors de l'illustration, j'ai pas forcément envie de voir certaines choses. Bref, c'est parti. Le 12 avril 2013, à 13h52 précisément, un utilisateur poste sur 4chan. Mon nom est Neil McInnes et je vais au New River Community College à Christiansburg, Virginie, à 10 minutes de Virginia Tech. Je vais vous donner tous les détails parce que les infos ne les donnent jamais correctement. J'ai ce genre de fusil, j'ai ce genre de chevrotine, et voilà.
Et il ajoute un lien vers un scanner de la police locale pour que les gens sur 4chan qui tombent sur son thread puissent écouter en direct ce qu'il s'apprête à faire. Il dit ensuite « Je suis un peu nerveux parce que je n'ai jamais vraiment manipulé d'armes à feu, sauf quelques fois avec la police de Christiansburg. De toute façon, c'est pas un jeu, mais c'est une leçon. » Et ensuite, il va attacher un lien vers son portfolio d'étudiant, dans le sens où ce qu'il est en train de faire, c'est un devoir. C'est ce qu'il veut mettre en avant, c'est ce qu'il veut dire. 3 minutes plus tard, à 13h55 précisément, Neil McInnis, 18 ans, entre dans le campus de son collège et c'est le drame. Il va toucher 2 femmes avant d'être maîtrisé. Miraculeusement, grâce à son inexpérience des armes à feu, il avait oublié d'enlever le cran de sûreté ou de sécurité ou quelque chose comme ça. Personne n'a été blessé, il n'y a eu aucun blessé à déplorer. Les 2 victimes, les 2 femmes sur lesquelles il a essayé de passer à l'action, elles ont survécu, évidemment. Rapidement, McInnis a plaidé coupable et il a été condamné à 38 ans de prison. Lors de son procès, il a déclaré que les gens devraient poser des questions sur la santé mentale avant de vendre une arme à quelqu'un. Sa nervosité, son inexpérience avec les armes et le temps qu'il a passé à essayer de comprendre pourquoi ça tirait pas, eh bien ça a sûrement et très certainement sauvé des vies ce jour-là. Bon, cette histoire ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Derrière chaque post anonyme sur 4chan, il y a une personne réelle. Derrière chaque blague cruelle, il peut y avoir quelqu'un qui souffre vraiment. L'anonymat sur internet et sur des forums plutôt anonymes donne vraiment des ailes à des gens et ils pensent qu'ils ont la permission de devenir la pire version d'eux-mêmes juste parce qu'ils sont anonymes. Et ça, c'est très mauvais. Il permet, par exemple, aux prédateurs de se cacher, aux manipulateurs de prospérer et aux personnes en détresse de trouver les pires conseils possibles. Mais au-delà, je trouve, du sensationnalisme de ces histoires, je pense qu'il y a une leçon importante à en retirer. Ce qui se passe sur Internet, sur 4chan, sur Discord, etc. n'est pas tout à fait, voire pas souvent, déconnecté du monde réel. Les mots ont des conséquences et les actions en ligne peuvent détruire des vies. Donc si vous ou quelqu'un que vous connaissez traverse une période difficile, n'hésitez pas à lui venir en aide ou si c'est vous-même à chercher de l'aide. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous, il y a des numéros d'urgence, il y a votre famille, il y a vos amis. Pensez-y. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez une partie 2, comme d'habitude, j'explore plusieurs concepts, dites-le moi sous la vidéo. Likez, abonnez-vous, vous êtes pas mal à ne pas être abonné, à regarder mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir par la suite et je vous remercie de votre temps, tout simplement. C'était Théo, à la prochaine, ciao.